Bien sûr, c'est complètement pratique. Amis de Télémusique et de parlementaires, merci de nous recevoir chez vous. Comme d'ailleurs Madoché Sewayi nous reçoit chez lui, où nous allons apprendre à découvrir ce que c'est que le biogaz. Un mot que vous aurez sans doute déjà entendu, mais que cache-t-il ce mot-là? Quelle implication a-t-il? Quel coût pour l'avoir chez soi? Nous allons faire la découverte avec pas mal d'éléments à découvrir dans ce numéro de parlementaire. Je le disais en introduction, le biogaz, un mot peut-être codé, pas pour tout le monde certes. Par exemple, vous, Sewayi, ce n'est pas un mot codé pour vous, mais pas mal de personnes l'entendent être, on va dire, utilisé. Mais ce qu'il cache, bien évidemment, est pour l'instant flou pour nous les profanes. Avant d'aller à la découverte de votre usine dominicale de production de gaz, on va d'abord s'entendre sur la qualité verte, sur le bio, la nature bio et en même temps verte de cette énergie-là. En quoi, on va dire, qu'il faut miser sur la qualité du biogaz comparé aux autres énergies? Alors, merci beaucoup. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de définir ce que c'est que le biogaz. Alors, en termes faciles, le biogaz, c'est un gaz naturel, obtenu à partir de la décomposition des déchets d'origine animale, végétale et humaine, introduit dans un milieu qu'on appelle biodigesteur. Donc le gaz qu'on obtient, c'est juste du biogaz. Alors en quoi ce gaz diffère des autres? Peut-être même avant qu'on ne revienne sur la qualité verte, vous avez dit matière, si vous voulez, vous avez dit matière végétale, et vous avez aussi évoqué d'autres éléments, mais matière végétale, concrètement, on peut se faire le dessin dans les yeux comment? Bien sûr. Alors, je donne des exemples. Quand je dis les déchets d'origine animale, je veux parler des crottes de lapin, les digestions animales de façon générale. D'origine végétale, je veux parler de l'ananas pourri, par exemple, les épulchures de manioc, les épulchures d'ananas, les déchets agroalimentaires. Les restes de nos aliments qui finissent à la poubelle, vous dites non, ce qui peut sentir mauvais, tout ce qui peut se fermenter, tout ce qui peut pourrir, peuvent servir à produire du biogaz. Et j'ai dit aussi d'origine humaine parce que vous n'êtes pas sans savoir que la défécation humaine, entre griffes, est une source de production du biogaz. Et au cours de cette émission, nous allons vous montrer comment on peut utiliser la défécation humaine pour produire du biogaz. Alors, la nature verte, on l'évoquait. Alors, la nature verte de notre technologie, d'abord, on parle d'énergie verte. L'énergie propre. Oui, pour certains. Alors, c'est lorsqu'on utilise les ressources naturelles pour produire de l'énergie et en exploitant cette énergie, c'est que cette énergie ne cause pas de préjudice pour l'environnement. Là, on parle de énergie verte. Je veux parler de les énergies photovoltaïques, les énergies éoliennes, le biogaz, ainsi de suite. Tout ça, on appelle ça de l'énergie verte. Maintenant, pour ce déjà parce que ça vient de la nature, mais aussi parce que ça ne rejette pas certains éléments nocifs. Nocifs sur la nature. Quel élément par exemple? Alors, lorsque vous produisez une énergie qui donne du CO2, c'est-à-dire le dihydrogène sulfureux, lorsque ça vous donne du C4H10 ou d'autres déchets qui pouvaient contaminer la nature, y compris l'homme lui-même, là, ce n'est plus de l'énergie propre. Ce n'est plus de l'énergie verte. Mais lorsque vous avez de l'énergie propre, c'est-à-dire lorsque vous produisez un gaz comme le biogaz et qui non seulement constitue une solution pour la nature, mais aussi apporte une couverture, je vais m'exprimer ainsi parce que bientôt je vais plus m'expliquer. Lorsque ça apporte une couverture à la nature, là on parle de l'énergie propre, on parle de l'énergie verte. Et c'est là peut-être aussi que commencent d'autres débats.
qu'il y a possibilité effectivement d'aller du début au bout de la chaîne sans polluer. Certes, partie de la nature, mais produire de l'énergie, aller jusqu'à la consommation sans polluer. Est-ce que techniquement, pour vous qui êtes ingénieur en la matière, est-ce que techniquement, ce n'est pas commercial? Est-ce qu'il n'y a pas un mensonge commercial derrière? Alors, moi, je ne suis pas du tout commercial. Hein. Moi, je suis ingénieur et je suis technicien. Moi, j'ai appris, je suis un expert environnemental. Je n'ai rien à foutre avec le commercial. Alors, ce que moi, j'ai appris, c'est comment gérer l'environnement au mieux. Et donc, je suis ingénieur en gestion et valorisation des déchets. Et donc, la technologie que nous apportons, qui consiste à valoriser au mieux les déchets, permet de protéger l'environnement. Et donc, il n'y a pas une technologie qui cause zéro danger à l'environnement. Soyons honnêtes, hein? Honnêteté scientifique, honnêteté environnementale. Vous êtes en train de nous dire que même avec le biogaz, il y a, on va dire, il y a un peu de tort, mais c'est à quel seuil, ce tort-là? Le seuil tend vers zéro. Nous avons un taux de dégradation ou un taux de pollution qui tend vers zéro. Vous savez, même quand vous pédalez un vélo, vous polluez l'environnement. Hein? Mais le taux de pollution de l'environnement que vous avez par rapport à quelqu'un qui roule à voiture ou à moto, vous voyez, il n'y a pas comparaison. Et donc, pour quelqu'un qui avait l'habitude d'utiliser le charbon, le bois de chauffe ou d'autres sources de gaz naturellement qui polluent l'environnement, qui décide maintenant d'utiliser le biogaz en lieu et place de ces sources d'énergie, eh bien, son taux de pollution de l'environnement tend carrément vers zéro. Voilà. Fait du tort, mais à on va dire, à un bas niveau, si vous voulez. Totalement bas. Totalement bas. Alors, peut-être qu'on va y revenir, revenir sur les éléments qui causent le débat, parce qu'effectivement, dans la gestion de tout le cycle, me semble-t-il qu'il y a des exigences pour ne pas rejeter sur la nature d'autres éléments. Et dans comment ça marche, on pourrait revenir sur cette question-là. Et si déjà, on peut attaquer, on va dire, la découverte du processus à proprement parler. C'est vrai que nous avons là un résumé de quelques éléments physiques. On va peut-être les parcourir. Vous allez expliquer comment ça fonctionne. D'accord. Alors, avant de vous présenter de façon technique, je vais vous présenter de façon terre à terre, en français facile. Le biodigesteur s'apparente à l'organisme humain qui a 3 grandes parties: la bouche, le ventre et puis l'anus. Et tel que Dieu a façonné l'être humain, lui a fait une bouche, un ventre et l'anus, c'est de la même façon que nous avons réfléchi en tant que techniciens pour concevoir un modèle qu'on appelle biodigesteur. Notre biodigesteur, notre système a 3 grandes parties. La bouche qui est le bac de chargement. Et c'est donc dans le bac de chargement qu'on introduit les déchets. Vous n'êtes pas sans savoir que pour manger l'aliment, on met l'aliment dans la bouche et on le mâche pour former le bol alimentaire. Et donc, pour avoir le bol alimentaire de notre biodigesteur, nous, on y ajoute de l'eau et on mélange pour avoir le bol alimentaire. Et l'œsophage ici pour le biodigesteur, il s'agit d'un tuyau d'alimentation qui est le tuyau d'alimentation du biodigesteur, et c'est par là que le déchet, la matière première entre dans le ventre du biodigesteur. Alors le ventre du biodigesteur ici, c'est le bac de fermentation. Le bac de fermentation, c'est un milieu anaérobique. Vous comprenez avec moi que quand on avale l'aliment, il n'y a pas d'oxygène, l'aliment n'entre pas en contact d'oxygène au niveau de l'estomac. C'est exactement le même système, c'est un milieu complètement anaérobique, c'est rendu étanche. Il n'y a pas possibilité pour l'oxygène d'entrer en contact avec l'aliment lorsque ça se retrouve dans le bac de fermentation. Alors, une fois que la digestion s'opère dans le bac de fermentation, on récupère le gaz à travers un tuyau qu'on appelle tuyau principal, et après, on récupère l'effluent
à travers l'anus du biodigesteur. L'anus, ici, vous savez avec moi que quand on mange et qu'on digère, on défèque. Et c'est à travers l'anus qu'on défèque. Et le biodigesteur a aussi la possibilité de déféquer. Et sa façon de déféquer à lui, c'est par le bac d'effluent. Et c'est le bac d'effluent qui représente ici l'anus du biodigesteur. Les 3 éléments, vous nous les rappelez. Voilà, je résume. La bouche du biodigesteur, c'est le bac de chargement. Le ventre du biodigesteur, c'est le bac de fermentation. L'anus du biodigesteur, c'est le bac d'effluent. C'est vrai que, ainsi dit, on pourrait projeter une image assez simpliste, mais je soupçonne que cela doit demander certains éléments plus industriels, peut-être de l'importation même du matériel depuis, on va dire, l'extérieur. Bien sûr. Alors, nous importons quelques équipements. D'abord, les équipements, les matériaux qui entrent dans la construction d'un biodigesteur. Il y a le ciment, il y a le sable, il y a le gravier, il y a de l'armature, c'est-à-dire le fer. Et les outils que nous importons, c'est les sacs, ça c'est les accessoires. Les accessoires, c'était le sac à biogaz, le raccord. Il y a la cuisinière aussi que nous importons. Il y a également la possibilité de fabriquer les cuisinières sur place ici. Et voilà, tout le reste, c'est fait localement et puis ça résiste très bien. Pourvu que la conception soit bien faite et que la construction soit bien réalisée, et puis l'infrastructure peut faire tout le temps dont nous allons parler tout à l'heure. Je vous ai entendu parler du sac, on va dire, des conduits. Ce sont des éléments, on va dire, des éléments légers. Bien sûr. Alors, et le sac à biogaz, c'est un instrument qui remplace les bonbonnes à gaz. Traditionnellement connu dans dans le commerce. Alors, pourquoi on n'a pas pris l'option de comprimer le gaz, le biogaz dans des bonbonnes? L'expérience, vous savez, moi je suis un ingénieur, j'ai fait beaucoup de recherches. Quand on comprime le biogaz dans une bonbonne de 12 kg par exemple, et qu'on fait quelques jours après, le gaz se liquéfie. Et le liquide obtenu, ce n'est rien d'autre que de H2O qu'on peut traiter et boire. Vous voyez? Et comment faire pour ramener ça? Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver à épurer le biogaz à 100%. Et nulle part au monde, on est arrivé à épurer le gaz à 100%. On est arrivé à l'épurer à 80%, 94%, même à 96%. Donc l'usage des sacs si vous voulez, à biogaz est un usage qui répond à un besoin toujours de rendre plus vert notre matière. Exactement. Donc, c'est de rendre accessible le gaz produit. Vous savez, quand on parle du gaz, les gens ont peur. Ils se disent, oh, waouh, il y aura la flamme partout, il y aura de l'explosion, il y aura tout ça. Mais lorsque vous voyez notre sac que nous proposons, qu'on propose à la population, c'est un sac qui n'est pas sous pression. C'est lorsque le dispositif est sous pression, lorsque le gaz est sous forte pression qu'il y a risque d'explosion. Mais lorsque le gaz est utilisé juste pour, lorsque le sac est juste utilisé pour stockage de gaz, là il y a zéro risque d'explosion. Et donc c'est pour permettre à tout le monde. Mais en même temps il faut quand même appeler que même ici, on est là appelé à la vigilance. Bien sûr, c'est un gaz qui ne doit pas être à la portée des enfants. Parce que quand vous apportez des éléments tranchants, des couteaux, et autres, défaire le sac. Vous pouvez déchirer le sac. Mais nous on a fait l'expérience, on a jeté un sac rempli dans le feu, pensant que ça allait s'exploser, tout le monde allait courir, mais ça a fait juste un feu, et puis le feu s'en est mélangé avec de l'oxygène, et puis le problème était réglé. Donc, le risque tend également vers zéro. Mais attendez, le sac, bien entendu, jeté au feu, jusqu'à être consumé, ne provoque pas une explosion.
Non, nous on avait pensé au début de nos expériences que ça allait s'exploser et tout le monde allait fuir, le feu allait embraser tout notre alentour, mais c'était complètement le contraire. Parce que le gaz qui est stocké n'est pas épuré à 100%. Et lorsque c'est épuré déjà à 50%, à 50, 60, 70%, eh bien c'est un gaz qu'on peut déjà utiliser à la cuisine avec zéro risque. D'accord, alors, tout ceci dit, on va aborder élément par élément cet espace-là que nous occupons. Vous avez parlé de la bouche et vous l'avez comparé, bien évidemment, vous avez comparé le mécanisme entier à l'organisme humain, la bouche, le ventre et la partie finale, si vous voulez. On va entamer la bouche. Et je pense que nous y sommes. Comment ça marche? On va appeler votre collaborateur pendant que nous continuons par discuter. Techniquement, il faut quoi pour faire marcher, pour faire fonctionner la bouche de notre biodigesteur? Alors, pour manger, on a besoin de l'aliment, on a besoin de l'eau. Voilà les deux éléments dont on a besoin pour manger. Et donc, la première des choses dont on a besoin pour introduire dans le biodigesteur, on a besoin du déchet et on a besoin de l'eau. D'ailleurs, on va appeler Isaac, votre collaborateur, pour cet exercice-là. Allez-y, on a besoin, vous dites... On a besoin du déchet et on a besoin de l'eau. Et nous allons inviter Isaac, viens s'il te plaît. Et donc, Isaac va prendre le déchet, voilà, et vous voyez, ça c'est pour boucher momentanément la bouche. Et là, Isaac a introduit, là c'est les côtes de lapin. Le lapin tel qu'il est connu dans on va dire dans le système d'élevage. Voilà. Donc, il est en train de rajouter de l'eau. Ouais, à force de rajouter de l'eau, le déchet se mélange de lui-même et est introduit directement dans le biodigesteur. Ouais, oui, mets de l'eau là, rajoute bien. Alors, et je rappelle que pour 50 kg de déchets, on a besoin de 50 litres d'eau. Le ratio est 50%, 50%. Et comme ça, vous avez du substrat que vous introduisez directement dans le biodigesteur. Donc, vous constatez avec moi que là, nous avons un mélange de déchets, un mélange homogène et qui va être introduit directement dans le biodigesteur, tout simplement. Après cette étape, on va dire, comment est-ce que le biodigesteur va absorber, comment est-ce qu'il va marcher? Alors, bientôt Isaac va apporter un bâton pour essayer d'enfoncer ces déchets-là à l'intérieur du biodigesteur. Lorsque ce déchet, vous voyez, il a le bâton en main, il va essayer d'enfoncer. Voilà, et comme ça, il va faire partir le déchet dans le biodigesteur. Ça n'a jusque-là rien de techniquement compliqué. Extraordinaire. Ouais. Donc, une fois que le déchet se retrouve dans le biodigesteur, c'est-à-dire dans le ventre du biodigesteur, ça se retrouve dans un milieu anaérobique. Le milieu anaérobique, c'est un milieu dans lequel il n'y a pas contact d'oxygène. C'est-à-dire, c'est un milieu complètement fermé où l'oxygène n'y pénètre. Et donc, c'est cette condition que nous avons essayé de créer au niveau du ventre du biodigesteur qui est le bac de fermentation. Et c'est là que la digestion se fera. C'est ça. Donc, au niveau de la digestion, pendant que la digestion s'opère, c'est comme si vous mangez du vanzou ou du cassoulet. Quelque temps après, vous commencez par entendre trou, c'est-à-dire les intestins commencent par danser pour dire à la digestion a commencé parce qu'il y a de l'oxygène, il y a de l'azote. Le cassoulet étant riche en azote, les déchets également sont excessivement riches en azote et donc la production du biogaz se fait et vous ouvrez la vanne principale pour récupérer votre gaz. Si vous permettez, je peux me rapprocher de la vanne principale. Avant d'y aller, cette opération, parce que parlementaire est, comme vous, respectueux quand même de la nature, on interroge avec pour principal objectif de contribuer à vulgariser les pratiques saines, mais surtout pousser à
beaucoup creusé quand les choses paraissent pas trop nettes en matière de respect de l'environnement. Et là, on a vu, certes, les déchets récupérés au niveau de lapins. Oui. On a vu aussi l'usage de l'eau, matière 50, l'eau 50. Est-ce que ce processus ne dégage en rien qui dérange la Alors, nature? pendant l'introduction des déchets, vous pouvez constater, encore que, moi je conseille que le déchet aussitôt produit, aussitôt introduit dans le biodigesteur. Le déchet pouvait polluer l'environnement si on le laisse dans la nature pendant 2, 3 jours, 4 jours avant de l'introduire dans le biodigesteur. Donc vous dites, aussitôt les lapins défèquent, tous les jours, c'est-à-dire le lendemain après le... qu'il y a un dispositif qui permet de récupérer les déchets et surtout de sécuriser. Et aussitôt raclage est effectué, aussitôt introduction dans le biodigesteur effectuée. Donc là, on est dans la gestion de la matière. Exactement. C'est là où on pourrait créer du tort ou non à la nature. À la nature. Encore que l'autre niveau où on pouvait créer du tort sans le savoir, c'est que quand en construisant l'infrastructure, si éventuellement on fait gaffe, c'est-à-dire on fait des erreurs de construction et que le dispositif n'était pas étanche, là, quand vous introduisez les déchets, au lieu que le milieu soit anaérobique pour contenir l'entièreté du déchet, ça va commencer par s'infiltrer pour contaminer la nappe phréatique. Et là, ce n'est pas bon. On va évoluer parce que le temps nous talonne, bien évidemment. Alors, on a fini la bouche. La bouche. On a abordé, comme je le disais, la bouche. Et là, on est dans le ventre. Physiquement, comment est-ce que les téléspectateurs de parlementaires peuvent saisir ce moment-là et ce qui s'y fait? Alors, il leur sera difficile de voir le ventre parce que pour avoir la température normale dont nous avons besoin au niveau du biodigesteur, on a enterré le ventre et on a fait un remblai. Et donc, nous sommes aussi sur de le sécurité. ventre. Exactement. Nous sommes sur le ventre là maintenant. Nous sommes sur le ventre. C'est un dispositif construit en béton armé, complètement étanche, complètement fermé. Et c'est sur ça que nous sommes actuellement. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque le déchet arrive au niveau du ventre, la décomposition s'opère et on arrive à récupérer Techniquement, le gaz. il y a, on va dire, quelque chose qui moue ou qu'est-ce qui permet d'opérer la digestion? Alors, puisque c'est un phénomène naturel, lorsque vous mangez, est-ce que vous avalez quelque chose ou bien est-ce que vous envoyez un appareil avant que la digestion s'opère? Donc vous nous dites que dans le ventre de notre biodigesteur, il n'y a pas de machine. Il n'y a ni un appareil, ni une machine, ni rien. C'est uniquement un endroit étanche et anaérobique dans lequel, lorsque le déchet se retrouve, la décomposition s'opère systématiquement. On y a sans doute la même température que dans les ventres qui fait. Exactement. Et c'est pour avoir cette température du ventre que nous avons préféré enterrer notre biodigesteur. Si ce n'était pas enterré, alors le ventre aurait la température ambiante. Alors, vous savez que c'est le cœur qui nous permet d'avoir une température normale, 37 degrés. Et puisque nous, on n'a pas la possibilité d'avoir le cœur pour le biodigesteur, et donc, à l'intérieur du sol, nous savons que la température étant constante, nous avons mis, il faut juste mettre du sable, une bonne qualité du sable autour du ventre du biodigesteur pour que la température soit constante. Et là, après cette partie, nous avons de ce qui est physique, ce sac, peut-être que c'est lui que vous appelez sac à gaz. Oui. Alors, le sac là que vous voyez, c'est là le sac à biogaz. Et ça a une capacité de 1 mètre cube. Et c'est à l'intérieur que nous stockons le gaz. 1 mètre cube dans la consommation, ça nous renvoie à quoi? Ou déjà, ça c'est prêt à être consommé? Utilisé. Alors, je rappelle que quand vous avez 1 mètre cube de gaz, pour un ménage moyenne de 6 personnes, vous pouvez l'utiliser entre 1 semaine et 2 semaines. 2 semaines. Vous imaginez? 1 mètre cube. Voilà, le mètre cube. 6 personnes, ménage qui tourne. Qui tourne bien. Qui ne ménage pas, qui ne sélectionne pas si vous voulez, les mets du ventre. Alors, le ménage qui cuisine 4 heures le matin, 4 heures le soir, peut utiliser ce sac pendant 1 à 2 semaines. Voilà. Maintenant, lorsque nous mettons le gaz dans ce sac, vous voyez, il suffit de l'ouvrir. Regardez. Vous voyez, du gaz sort, n'est-ce pas? Vous entendez la fuite du gaz? Donc, quand je le ferme, c'est que je ferme mon gaz. Et donc, c'est à ce
sac-là que ce raccord draine le gaz vers la cuisine. Il y a donc la possibilité d'utiliser directement le gaz produit du biodigesteur vers la cuisine. Il y a également la possibilité de mettre en réserve le surplus du gaz qui se produit. Ah, on aurait pu ne pas avoir le sac mais connecter directement la cuisine au biodigesteur directement. Exactement. Maintenant, si vous avez le biodigesteur et que vous avez la possibilité d'introduire suffisamment de déchets et que vous avez plus du gaz qu'il en faut, c'est bon, vous pouvez vendre le gaz que vous produisez en surplus. Voilà. Et là, pour sortir de cette séquence-là, parce que le temps ne nous permet pas, on va dire, de poursuivre à l'intérieur, on va voir à l'intérieur le produit fini avec d'autres questions que les gens peuvent se poser à l'intérieur. Mais là, on a vu du début à la fin, mais à quel niveau certains ingénieurs, certains savants se posent des questions sur, on va dire, la qualité verte, parce qu'il me semble que de la digestion dont vous nous avez parlé à cette étape, il y a des exigences techniques pour ne pas polluer aussi. Bien sûr. Alors, lorsque vous produisez le biogaz, je vous rappelle que vous avez entre 50 et 70% de méthane. Et vous avez l'ammonium, vous avez l'ammoniac, vous avez le CO2, c'est-à-dire le dihydrogène sulfureux, et vous avez également la vapeur d'eau. Tout ça, c'est l'ensemble de tout ça qu'on appelle biogaz. Et lorsque vous laissez tout ça là entrer dans la nature, ce n'est pas bon. Je rappelle également que le méthane, lorsqu'il n'est pas brûlé, il est considéré comme étant un gaz à effet de serre. Et lorsque vous ne le brûlez pas, ça perfore la couche de l'ozone. Tous ces éléments-là, comment est-ce que vous arrivez à les capter, à les isoler, à les piéger pour justement qu'ils ne se retrouvent pas dans la nature? Alors, nous avons construit ce qu'on appelle le piège à eau. Le piège à eau, c'est le point le plus bas de la canalisation des tuyaux. Et lorsque la vapeur d'eau, le CO2 et puis l'ammonium, l'ammoniac arrivent au point le plus bas de la canalisation, sous l'effet de leur propre poids, ils chutent et ils laissent place au méthane, c'est-à-dire au CH4, c'est-à-dire le méthane. C'est le méthane qui est inflammable dans le biogaz. Il laisse place au méthane de continuer son chemin pour être utilisé à la cuisine. Plus ou moins pur, comme vous l'avez dit. Exactement. Alors, la question que les téléspectateurs, les auditeurs de Radio Hémicycle et aussi toute notre forte communauté d'internautes se posent, c'est celle du coût. Et aussi, le pourquoi cette technologie n'est pas connue de tout le monde. À ces réponses, nous irons à l'intérieur voir comment est-ce que ce gaz si banalement produit fait cuire les choses et aussi répondre à d'autres réponses, à d'autres questions, pardon, autour de ce sujet-là. Merci. Avant donc, si vous le permettez, avant d'aller avant l'intérieur, je voudrais vous rappeler que quand vous introduisez les déchets dans la bouche du biodigesteur et que la digestion s'opère dans le ventre et que en aval, on a la chance de récupérer de l'engrais organique. Ces éléments-là, on va revenir sur ça. On va revenir. Amis téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre ce débat, cette analyse de ce système apparemment simple que nous avons commencé cette semaine. Merci de votre fidélité qui ne s'est jamais faite marchander.